Ah, il y a un nouveau qui arrive? Non, non, ça y est. Tu peux répéter la phrase. Ah, ça l'air. Oh, ça va. Alors, donc aujourd'hui, on va étudier Female Homosexuality in the Middle East de Samar Habib. On va étudier la partie de l'introduction. Donc, dans l'introduction, elle nous donne les raisons de son choix d'étudier l'homosexualité féminine et aussi un état des lieux actuels de comment est traitée l'homosexualité au Moyen-Orient. Donc, elle précise son besoin dans sa recherche de se focaliser sur une catégorie et une région. Une région dans laquelle l'étude de l'homosexualité féminine a été négligée, mais qui résonne aussi avec la négligence de l'histoire de la sexualité féminine en général, pas particulièrement homosexuelle. Elle a remarqué donc que l'homosexualité féminine est beaucoup traitée au second plan, comme un phénomène hors de l'ordinaire. Donc elle nous parle de de comment elle a trouvé son chemin vers ce moment-là. C'était avec la découverte du roman I Am You, dans lequel le personnage principal est une femme lesbienne libanaise. Et donc, au moment de l'apparition de l'ouvrage, il semble incongru d'avoir une femme lesbienne arabe dans la littérature. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui est exclusivement attirée par d'autres femmes et qui refuse donc d'accepter l'idée le contrat social du mariage et d'avoir des enfants et d'avoir à côté des partenaires féminins. Donc c'était l'idée d'accepter une forme de bisexualité, elle était contre cette idée-là dans le roman. Donc c'est une idée de la preuve de l'existence d'individus qui étaient incapables de se soumettre au contrat social qu'on leur impose. Donc de là, de cette découverte de ce roman-là, elle part à la recherche de textes issus du Moyen-Orient faisant référence à l'homosexualité féminine. Donc elle cite Nuzhat el-Albab, qui était dans le livre aussi qu'on a étudié juste avant, L'amour des garçons, et qui révèle qu'il peut y avoir de doutes sur l'existence d'homosexualité féminine, au moins en tant que catégorie. Donc elle nous rappelle aussi que la littérature prédominante sur l'homosexualité issue de la région est écrite d'une position de moralité religieuse et considère l'acceptation de l'homosexualité comme un signe d'immoralité et de dégénération intellectuelle. Elle nous cite aussi le nom de Munatir Mouti. Oui, donc elle parle de la menace que représente de comment il parle de l'homosexualité comme étant une menace que représenterait pour la survie de l'homosexualité. Donc elle parle elle cite plusieurs auteurs qui perçoivent l'homosexualité comme ça, et oui, et l'idée donc que les relations homosexuelles ne mènent pas à une progéniture et donc sont considérées comme mauvais, immoraux. Voilà. Donc là, c'est un résumé, mais on peut donc retourner au point essentiel plus tard. Là, je fais vraiment, comment dire, une vision globale, mais il y a d'autres choses qu'elle a dit dont on peut discuter. Sarah, s'il y a un truc qui t'a interpellé, qui t'a... Voilà. Ou Ludovic. Juste peut-être Vas-y, vas-y. pardon, juste pour lier avec notre contexte européen, on peut citer aussi Tariq Ramadan qui a une quinzaine d'années, je crois, 20 ans exactement, en 2009. Non, il y a 16 ans. Bref, a écrit un article Islam et homosexualité, un truc comme ça, où il disait que le plus grand défi pour les musulmans européens à l'avenir, à l'heure actuelle et à l'avenir, ce sera la question de l'homosexualité. Bon, alors c'est une déclaration qui lui appartient, qui lui appartenait parce qu'il a eu deux trois bricoles depuis, mais sur la question de la sexualité d'ailleurs, et sur la question du fait voilà, de ne pas gérer de manière apaisée ses pulsions sexuelles. Bon, bon. Donc je me dis quand même qu'il y a un souci avec beaucoup d'intellectuels et d'imams
en France et ailleurs sur la question du rapport à la sexualité et à l'homosexualité en particulier. Il y a un problème qui n'est pas le nôtre en fait, mais qui veulent nous mettre sur le dos en nous mettant sous les spots, comme on dirait, alors qu'en fait, ça n'est pas un problème politique et identitaire, ça ne devrait pas l'être. Et comme je l'ai déjà dit souvent, on nous dit que tout est politique, que nos identités sont politiques. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Mais je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée pour des gens comme nous, ultra minoritaires de plusieurs points de vue, que d'endosser en fait cette représentation très politique de nos identités, y compris de nos identités de genre et de nos identités sexuelles. Et je pense que dans ce livre, Samar Habib, c'est pas son sujet, mais elle effleure quand même, dès l'introduction, comme tu l'as très bien montré, Amira, merci, le fait que, voilà, ça devient la question de la sexualité. On parle beaucoup, comme je l'ai souvent dit, de l'homonationalisme, du pinkwashing, de la récupération des luttes LGBT, queer, etc., etc., par les Occidentaux, à des fins capitalistes, impérialistes, tout ce qu'on veut. Bon, ok, c'est intéressant, il faut l'étudier, c'est une réalité. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, c'est la même chose. Vous avez des musulmans, des chouyours, des imams, qui parlent aussi, sur le dos des minorités sexuelles, de la question de la sexualité et du genre minoritaire. Merci Ludovic. Sarah, est-ce que tu avais quelque chose à dire du coup? Moi j'ai beaucoup aimé qu'elle dit plutôt vers la fin de l'introduction où elle parle des notions, des appréhensions constructivistes et essentialistes. Parce que c'est vrai que j'ai toujours vu soit la notion la construction essentielle, la vision pardon essentialiste un peu baisse du front, si tu veux, et en opposition à cette vision essentialiste, une vision constructiviste. Voilà, c'est une construction sociale, et j'aime beaucoup comment elle dit qu'elle va un peu dépasser les deux pour avoir une lecture qui soit ni l'un ni l'autre, mais un peu à la fois un peu autre chose. Et ouais, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc j'avoue que j'ai hyper hâte de voir à la suite comment elle va appréhender cette construction, mais sans en faire purement une construction sociale qui soit... Et ben voilà, c'est une idée complètement nouvelle, et du coup hyper stimulant. Je t'avoue, je suis pas sûre d'avoir compris l'idée. Est-ce que tu veux dire l'idée enfin, moi j'avais beaucoup vu, enfin, même avec le livre d'avant, on avait parlé de l'idée de catégorie sociale et d'identité. Et l'idée de pas enfin, comme quoi, dans la région, on considérait ça comme plutôt qu'un comportement, plutôt qu'une identité ou une orientation sexuelle. Est-ce que c'est ça que tu veux dire, ou bien... Je sais pas exactement, parce que là, du coup, elle fait que l'aborder comme c'est un truc super nouveau. Ouais, j'ai pas une idée très précise de ce que ça veut dire. Mais je crois que, si j'ai bien compris, en tout cas, elle explique que c'est pas qu'une construction sociale, mais qu'il y a aussi des choses à aller chercher dans la vision essentialiste, donc sans la reprendre trait pour trait, mais que la vision 100% construction sociale, elle colle pas non plus, parce qu'il y a des trucs qui sont des schémas, elle parle un peu de schémas relationnels, sexuels, qui se retrouvent en différentes époques, en différentes cultures, et que du coup, le réduire à une construction sociale, ça ne suffit pas non plus à expliquer différentes modalités sexuelles et amoureuses qu'on peut retrouver de manière transculturelle et transhistorique. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Genre, c'est un peu en rapport du coup ce que je voulais dire, parce que il y a beaucoup cette notion-là que c'est pas une catégorie sociale comme on l'entend maintenant, que c'est pas une construction de catégorie sociale comme on l'entend maintenant, mais que c'était plus malléable, disons. Mais ouais, du coup, ça a l'air super intéressant. Et oui, et du coup, si j'ai bien compris ce qu'elle dit, voilà, du coup, c'est pas réductible à une construction sociale qui, du coup, appartiendrait à la modernité, entre guillemets, occidentale.
et que c'est pas réductible à ça, ce serait pas forcément une importation occidentale quand on retrouve ces modes de sexualité ou de conjugalité ailleurs, puisque c'est pas uniquement une construction sociale et que le passé est pas non plus 100% différent du présent. Ouais. Que le passé n'est pas le présent, mais que c'est pas non plus complètement une altérité, et que voilà, il y a des choses qu'on retrouve. Oui, j'ai bien aimé aussi la partie où elle parle du fait que, enfin, en soi, on ne sait pas ce qui se passe réellement, même si on connaît les lois des pays, même si on connaît, entre guillemets, les conditions de vie. On ne connaît pas réellement les conditions de vie, même si on sait, par exemple, que l'homosexualité, c'est interdit à tel endroit. On ne sait pas exactement comment les gens vivent. Enfin, ça m'a rappelé ce qu'il avait dit. Je crois que tu étais partie à ce moment-là, mais Mehdi, il avait parlé de l'homosexualité en Palestine et comme quoi ils avaient fait des soirées entre personnes queer et que 200 personnes sont venues et que c'était genre sous-marin, mais que ça existait quand même. Tu vois, qu'ils arrivaient à trouver des moyens de résister et d'exister sans forcément que ce soit occidental. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais bien aimé qu'elle dise ça. Et aussi, elle avait parlé aussi de cérémonie de mariage entre couples homosexuels. Donc, l'idée que c'était pas juste un comportement que tu avais parce que que c'était pas juste purement des pulsions. Moi, je l'ai compris comme ça, tu vois, que c'était pas seulement des pulsions sexuelles que tu voulais assouvir, mais que c'était une vie que tu voulais partager avec quelqu'un. Donc, que tu avais vraiment des couples homosexuels qui se mariaient parce qu'ils voulaient être ensemble, qu'ils voulaient vivre ensemble. C'était pas juste parce qu'elle cite à un moment, tu sais, les hommes qui partent en voyage pendant très longtemps et les femmes qui restent derrière et du coup qu'elles se tiennent compagnie et que les hommes acceptent parce que de toute façon eux aussi font la même chose sur les bateaux. Il y a que des hommes. Une fois que l'homme est revenu, c'est bon, on retrouve la normalité entre guillemets. Exactement. Et j'ai adoré le fait qu'elle dise que c'était pas juste ça, tu vois. Ça pouvait pas être que ça et qu'il y avait des preuves comme quoi il y a eu des mariages et que c'était des personnes qui voulaient être ensemble pour la vie, que c'était pas juste une pulsion. Ouais, c'est ça, que c'est pas que de la sexualité en fait, où on peut s'arranger socialement pour être marié ou quoi, et puis après sexuellement, on fait des trucs sur le côté où il y a des différentes conceptions de trucs. Bon voilà, comme on avait vu dans le dernier bouquin, on peut coucher avec les petits garçons du voisinage, ça c'est autorisé. C'est pas que de la sexualité, quoi. C'est aussi, oui, que la relation amoureuse, elle existait aussi. C'est pas juste une importation occidentale de on veut copier les mouvements gays qui se sont construits comme ça en Occident contemporain, mais que c'est aussi quelque chose qui existait avant ailleurs, quoi. Totalement. Bon, nous, on a bien fait nos devoirs, hein, moi, j'ai l'impression. Mais oui, c'est hyper intéressant parce que j'ai toujours vu le truc comme... j'ai toujours entendu que les thèses construction sociale, 100%. Et du coup, là, c'est hyper intéressant de voir quelqu'un qui dit mais c'est pas uniquement une construction sociale, il y a aussi des schémas sexuels. Quand je dis sexuel, c'est pas au sens de rapport sexuel, mais au sens de conjugalité aussi, relations amoureuses, etc. Au sens très large, qu'on retrouve dans plein de cultures, dans plein d'époques différentes. Et ouais, du coup, l'idée qu'il y a peut-être quelque chose aussi que c'est que tout ce qui existe, en fait, c'est une rencontre entre la nature et la culture, comme à peu près tout, en fait, c'est jamais 100% naturel, 100% culturel, mais toujours une interaction entre les deux. Donc finalement, ça semble assez logique, mais en fait, c'est la première fois que je rencontre surtout sur ce thème-là cette idée. Et du coup, je suis vraiment curieuse de voir comment elle va le développer, parce que ouais, c'est quelque chose une approche de la question que j'avais jamais croisée du tout. Ouais. Allô? 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 Identité dans l'idée qu'en Iran, c'est un exemple qu'on prend souvent quand on veut dire regardez, en Iran, ils autorisent la transidentité, mais ils utilisent ça parce qu'ils veulent garder
une binarité du genre. Oui, c'est ça, et une hétéronormativité en fait. Donc c'est bon, maintenant que t'es devenue femme, tu peux coucher avec des hommes, ça devient un couple au moins d'apparence hétérosexuelle classique, donc ça va, l'image est sauf. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir de lier ça aussi à la construction du genre et enfin, le fait de vouloir absolument maintenir la binarité de genre oui, de condamner l'homosexualité justement parce que ça menace la binarité du genre enfin, la construction du genre. La construction du genre comme voilà, c'est l'homme est fait pour une femme pour un homme, et une femme ne doit pas être avec une autre femme et ne doit pas changer de rôle ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, et l'homme c'est celui qui pénètre, donc si toi tu aimes te faire pénétrer, bon ben c'est que t'es un peu une femme, donc hop, on va faire la chirurgie pour sorte parce que tu ressembles à une femme, et hop, c'est bon. Ouais, il y a aussi à sa place. La partie sur les noms de l'étymologie, les suhar. J'ai bien aimé aussi la partie où elle fait les mots qui sont utilisés pour parler de lesbianisme, de lesbienne et tout. La suhar, c'est frottement de clitoris, et ça parle pas du tout de pénétration du coup. Oui. Parce que ça, c'est uniquement les hommes et leurs organes qui peuvent le faire. Ça n'existe même pas. On peut même pas songer à ce que cette pratique autrement. Exactement. Que c'est juste, et qu'il n'y a pas de top et de bottom, et qu'il n'y a pas de. Oui, ça révèle bien l'imaginaire. Ouais. Il y avait la partie aussi sur les différents points qu'elle a cités, les arguments qu'ils utilisent, comme quoi l'homosexualité est contagieuse, l'idée que l'homosexualité est responsable de l'apparition du sida, alors qu'il n'y a pas de fondement à ça, que... du coup, il y avait cette partie qui était intéressante aussi, que j'ai notée. Oui, et que la seule fonctionnalité de la sexualité, ce serait reproductif, mais sinon, ça ne sert à rien d'autre qu'à ça. Ouais, il y a cette idée aussi que comme l'homosexualité ne mène pas une progéniture, donc c'est immoral. Donc juste parce que c'est interdit parce que ça ne mène pas à une progéniture. Et voilà, j'ai bien aimé comment elle a trouvé des contre-arguments aux arguments qui étaient placés sur l'interdiction de l'homosexualité par Dieu, qui n'est pas fondée. Qu'il y a des théologies qui sont acceptantes ou du moins tolérantes de l'homosexualité. Voilà. Et le point 3 qu'elle avait argumenté aussi, c'est que beaucoup d'espèces à travers l'écosystème qui ont des comportements homosexuels, et que du coup ça revient aussi à l'idée que ce n'est pas une construction sociale, parce que voilà, ouais. Oui, et pas contre nature, puisque dans de très nombreuses espèces animales autres que les humains, il y a aussi ces pratiques. Ouais. Et même, chez les bonobos, c'est très pratiqué, l'homosexualité féminine notamment. Ah ouais. Et quand on fait des prélèvements d'hormones dans les urines des bonobos après coït, il y a plus d'hormones de plaisir dans les interactions sexuelles entre femelles. Ah. Donc non seulement elles en ont plus, mais en plus ça leur ferait plus plaisir, a priori. C'est pas 100% testé, mais il y a quand même des études qui vont dans ce sens-là. Donc oui, par exemple, chez les bonobos, c'est attesté que la sexualité elle a une fonction aussi de régulation sociale. Et c'est pas du tout juste une fonction reproductive, ça sert à plein d'autres choses dans la régulation des interactions sociales, du bien-être de l'individu comme du groupe. Et oui, c'est pas juste faire des enfants, c'est pas juste le seul motif à la sexualité. Oui, il y a aussi une étude qui tendrait à montrer que statistiquement, dans une fratrie, les homosexuels sont surreprésentés, pas en tant qu'aînés, mais en tant que cadets, ou en tout cas en deuxième, troisième position, et du coup, quelque part, peut-être que, on n'en sait rien, mais que biologiquement, le bon Dieu a fait que il y a quelques homosexuels par famille pour aider à éduquer les enfants des frères et des sœurs, parce que 2 parents, parfois, c'est pas assez. C'est intéressant, ça, c'est intéressant. Que quoi, ce serait
ce serait une aide divine, parce qu'on a beaucoup cette notion-là dans nos communautés d'élever toute la communauté qui élève les enfants, que c'est pas juste les parents qui élèvent les enfants, même si en Occident c'est beaucoup de la famille nucléaire avec un peu d'éducation communautaire, mais c'est vrai que chez nous on a beaucoup de cette idée-là que c'est tout le monde qui participe à l'éducation des enfants, et du coup ce que tu dis, c'est très évocateur de ça, ah oui, en tant que tante ou en tant que qu'oncle, tu vas aussi aider à... Ça ferait sens. Ça ferait sens. Oui, ça serait Ouais, pas du tout. Ça serait pas du tout en contradiction du coup avec nos cultures, effectivement, bien au contraire, nos cultures d'origine, je veux dire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a abordé quand même la plupart des points qu'il y a dans l'introduction. Alors juste une petite référence à Judith Butler qui a pas mal travaillé sur la question de l'inné, l'acquis, le constructivisme, l'essentialisme. Judith Butler ou d'autres, hein, mais qui a quand même beaucoup travaillé aussi sur la question de l'homonationalisme, du pinkwashing, de la politisation des identités de genre et sexuelles à des fins politiques, etc. Et du coup, et de leur récupération. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on entend... Enfin, c'est des débats qui sont assez glissants, parce que, comment dire, tu vois, dès qu'on compare aux bonobos et aux autres animaux, tu as plein de religieux qui disent « Ah, mais oui, mais on le savait ! Nous, on considère qu'on n'est pas des animaux, vous voyez, on est mieux que ça !» Et du coup, en fait, ce débat sur la nature, la culture, ça vire tout de suite au dialogue de sourds, en fait, et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'intellectuels qui l'abordent pas, en fait, qui sont assez peu friands, on va dire ça comme ça, qui restent prudents par rapport à ça, et qui finalement évitent la question. Mais aussi pour avoir à éviter de se justifier en disant « Mais vous voyez, c'est naturel, ça existe partout. » Oui, bah c'est naturel, le fait, hein, et qu'on ne l'a pas inventé tout seul dans un coin, parce qu'il faudrait être fou pour inventer l'homosexualité pour soi-même, vu comment les homosexuels et les personnes trans et queer sont traités, un peu partout de par le monde, hein, mais il n'y a pas que dans les pays arabes, hein, mais même en Occident, on est encore loin d'une lutte 100% efficace contre l'homophobie et la transphobie. Hein. Exactement, oui. Donc il y a un côté comme ça, on se justifie peut-être parce qu'on dit « Ah, vous voyez, c'est naturel ». Non, mais en fait, c'est naturel, ça c'est sûr. Après, quelle est la raison pour laquelle la nature, biologiquement, a créé l'homosexualité? Pourquoi le bon Dieu a insufflé dans la nature l'homosexualité, la transidentité, etc. Eh ben, il y a sans doute plein de thèses philosophiques, spirituelles. Vous avez des théologiens que Judith Butler cite aussi dans un de ses livres sur cette question. Elle n'est pas théologienne, mais vous avez des théologiens queer, chrétiens, réformés, protestants, qui disent « Mais oui, mais vous comprenez, c'est parce que nous, Dieu nous a créés différents. Donc quand on est différent et minoritaire, on arrive mieux à comprendre le projet de Dieu, on est plus tolérant envers la diversité, etc. etc. » Donc une forme de panégérisme et de surreprésentation, finalement, dans la miséricorde divine des personnes queer. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, à chacune en pensera ce qu'il veut, mais il y a ça aussi, il y a le c'est peut-être pas un excès, mais il y a l'extrême inverse, c'est-à-dire à force de se faire taper dessus et qu'on nous dit qu'on n'a pas vraiment de spiritualité, que Dieu ne nous accepte pas de toutes les façons, vous avez les gens qui font l'inverse et qui vous disent notre spiritualité est plus authentique parce qu'on arrive à mieux comprendre la souffrance, la diversité, la tolérance, etc. Bon, voilà où ce genre de débat-là ont mené d'autres intellectuels. Elle, c'est vrai qu'elle reste sur un niveau assez sociétal, en fait. Ouais. Mais oui, j'ai vu sa thèse qui a l'air très intéressante, la déconstruction du naturalisme et du fondamentalisme, fondanationalisme soutenant les catégories de sexe et de genre. C'est très intéressant comme théorie qu'elle développe. Ce qu'on peut faire,
C'est décider des prochaines parties à étudier. Comme ça, pour la semaine prochaine, vu qu'on a quand même pas mal de parties. Est-ce que tu as une partie en particulier que tu veux étudier ou on continue juste partie par partie La prochaine, c'est Construction and Deconstruction Sexuality. Est-ce qu'on étudie juste la prochaine partie ou vous avez une préférence? Je pense que ça, on l'a quand même pas mal abordé, là, maintenant. Ouais. Je suis en train de regarder le sommaire pour voir un peu... Ouais. Moi aussi, je suis sur le sommaire, là, donc c'est parfait. On peut regarder ensemble. La partie 2 apporte quelque chose de nouveau, je pense, dans nos discussions. Sur la question de la représentation de l'homosexualité féminine à l'époque médiévale. On peut peut-être lire le point 3, la première partie de la deuxième partie. Ça me paraît bien, ouais. Ça me paraît très bien. On a perdu Amira. Ouais, la connexion est bizarre ce soir. Moi aussi, je pars, je reviens. Mais la partie 3 me paraît très bien, effectivement, parce que... partie 3 du grand 2, parce que... Tu m'entends, hein? Tu m'entends, Sarah? C'est ce qu'on se disait. Ok, très bien. Parce que je crois que ça a coupé ou quelque chose, parce que à un moment, j'entendais plus rien. Oui, t'avais disparu. Ah, j'avais disparu, j'étais en train de parler toute seule. Très bien, alors pour moi c'est bon, partie 2 la semaine prochaine, on essaye de lire les deux, mais si c'est trop long on verra. Oui. Alors comme je disais aussi pendant que je parlais tout seul, parce que j'ai été coupé aussi, je disais que c'est intéressant parce que c'est vrai que surtout sur la question de l'homosexualité féminine par rapport à l'homosexualité masculine qui est beaucoup plus représentée dans tout un tas de traités littéraires des deux côtés de la rive de la Méditerranée d'ailleurs, hein, l'homosexualité féminine beaucoup plus tabou, beaucoup moins vue aussi comme comme vous le disiez tout à l'heure, comme comme une concurrence, un concurrent à la sexualité phallocratique, patriarcale. Et du coup, beaucoup moins discutée, beaucoup moins choquante, peut-être beaucoup plus réprimée, hein, c'est pas la question, on va voir, hein, mais beaucoup moins traitée de manière explicite dans la littérature. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'elle arrive vraiment à dénicher des textes très très peu connus, en fait, très très peu discutés. Ouais. Plus réprimé, tu crois? Hein? Plus réprimé, tu crois? Je sais pas. Non, on a dit on sait pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que... moins réprimé, peut-être. Voilà, c'est pas parce que c'est moins discuté que c'est pas plus réprimé. Hein. La violence envers les femmes, violence domestique, violence institutionnelle et violence dogmatique, pseudo-religieuse. Là-dedans, il y a aussi de la violence misogyne, homophobe, transphobe. Totalement. Je pense qu'on va trouver de tout. Oui, c'est ça. Mais du coup, là, elle ne parle pas que de violence. Elle parle vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, Amira, de femmes qui concluent des pactes qu'on pourrait appeler des pactes de mariage, même si le mariage, la représentation du mariage à l'époque n'est pas la même que celle qu'on a aujourd'hui.
Mais voilà, un pacte entre deux femmes, un héritage, éduquer des enfants parfois d'un premier mariage ensemble. Enfin, on va voir tout ça, mais elle décrit pas mal de situations très intéressantes qui montrent vraiment que c'était, pour certaines personnes, encore une fois, c'est pas, on n'a rien à vendre, rien à acheter, mais pour certaines personnes, c'est vraiment un mode de vie. C'était pas, c'était pas une construction sociale en se disant, bon bah tiens, je vais me trouver une femme pour éduquer mes gosses du premier mariage, par exemple. Oui, oui. Ou je veux Je vois. donner, ou je veux donner mon Je voulais... héritage Oui, à une femme quand je vais mourir parce que j'ai personne à qui le donner. Non, non. ouais, c'est vraiment... c'est avec intention, c'est pas pour... enfin, comment on dit C'est pas faute de mieux, quoi. Ah, j'ai perdu le mot. C'est pas faute Ouais, de c'est mieux. ça. Par dépit. Ouais, c'est vraiment ouais, c'est avec désir et intention et ah ouais, c'est pas par dépit. Je voulais te poser la question aussi, comme le texte il est en anglais, je voulais proposer aussi sur l'autre groupe, le groupe English. Comme on n'est pas beaucoup, de toute façon, on peut quand même faire la discussion en anglais potentiellement aussi, comme ça on peut peut-être étendre la conversation au groupe anglophone. C'est une très Ça bonne te idée. conviendrait. Pas de souci pour moi. Oui, moi aussi. Ouais, Ça me comme ça paraît très peut-être bien. on aura, ouais, c'est ça, comme ça on aura peut-être un petit peu plus de gens et il y aura plus d'interaction. Voilà. Et une petite chose dans l'introduction, là, justement, elle dit que le Coran est beaucoup plus flou dans la condamnation des pratiques homosexuelles ou quoi, que les traditions hébraïques et chrétiennes. Ouais. Je vous avoue que j'ai aucune culture religieuse. Est-ce que vous savez un peu plus comment la question de l'homosexualité ou des pratiques homosexuelles en tout cas est traitée dans les textes hébraïques et chrétiens? Ben, il n'y a rien. Alors, Il n'y a rien. Jésus ne parle pas, Isa alayhi salam, Jésus ne parle pas d'homosexualité. Il n'en a rien à faire, visiblement. Ce sont certains de ses disciples qui en parlent. Paul, si je me souviens bien, qui est très dur avec par rapport à la question de l'homosexualité, du travail du sexe, enfin avec tout, en fait. C'est vraiment quelqu'un d'assez dogmatique, mais c'est sa représentation, en fait, de la parole divine transmise par le prophète Isa. Selon l'islam, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, l'évangile de Paul, j'ai envie de dire, c'est la façon dont il a reçu ce message. Alors voilà, je ne critique pas la sainteté des évangiles, je ne suis pas là-dedans, je dis juste que voilà, les autres ne sont pas du tout sur la même ligne. Ensuite, chez les Juifs, tu as le Lévitique, tu as un passage. Un passage qui parle prétendument d'homosexualité, mais il y a débat par rapport à ça. Tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. Bon, voilà. Les homosexuels juifs m'ont dit, plusieurs d'entre eux, moi je ne couche pas avec un homme comme je couche avec une femme. Donc je ne me sens pas concerné par ce verset. Et c'est un verset qui a été révélé, mal traduit, etc. Bon, comme tout un tas de versets, de textes sacrés très mal traduits au fil des siècles, mais surtout qui a été révélé dans un contexte qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Un contexte où les juifs de l'époque, bon, c'était même avant le judaïsme tel qu'on le connaît rabbinique aujourd'hui, mais bon, enfin bref, on va dire que les juifs de l'époque étaient minoritaires, ils étaient confrontés à des peuples qui étaient dans la violence, à Sodome et Gomorrhe notamment, ils violaient leurs ennemis, les hommes comme les femmes. Bon, on peut comprendre qu'ils n'avaient pas forcément envie de se faire violer par leurs ennemis qui étaient en général plus puissants qu'eux. Mais voilà quoi, c'est pas une condamnation de l'homosexualité telle qu'on se la représente, telle que les gens la vivent aujourd'hui. C'est deux choses assez diamétralement différentes en fait. Ok. Ouais, moi j'ai pas beaucoup de connaissances concrètes. Je sais juste qu'il y a beaucoup cette remise en question dans les autres religions aussi de cette idée de l'interdiction de l'homosexualité et de cette idée du viol comme une arme de guerre et qui est retransformée en une interdiction de l'homosexualité. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances autres que ça.
Oui, oui, c'est vrai. Voilà, C'est voilà. un peu ça. Le refus de l'hospitalité, le viol des étrangers, le vol, la piraterie, enfin bon, tout ça se mélange et ça devient la sodomie, les homosexuels. Mais ça a mis des siècles pour être amalgamé, mais il y a des siècles, on voit les traditions, y compris en islam, qui détaillent ces crimes. Et ça n'a rien à voir avec une relation consentante entre deux adultes de même sexe. Hein. Ce n'est pas l'homosexualité telle qu'on se la représente aujourd'hui qui est condamnée dans ces textes-là, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il s'agit toujours de pratiques sexuelles violentes et jamais de relations amoureuses, de plaisir partagé. Oui, oui, non, non, Ouais. bien Et sûr. de consentement. Ouais. Bah, un des exemples que je donne souvent, c'est à Sodome et Gomorrhe, parce que c'est l'histoire commune entre les trois monothéismes. L'histoire de Lot est assez claire sur le fait que ces gens-là violaient, si je puis dire, de manière un peu vue triviale, tout ce qui bouge. Ils violaient des jeunes hommes, des jeunes femmes. Ils ont voulu violer les filles de Lot. Ça, c'est dans l'histoire telle qu'elle est relatée par les trois monothéismes. Et ensuite, ils se sont retournés contre ces anges qui sont venus sous l'apparence de beaux jeunes hommes pour délivrer un message au prophète Lot, alayhi salam, le neveu d'Abraham, alayhi salam. Bon, donc c'est pas une question de sexualité ou d'amour ou de c'est une question de domination, de faire du mal à autrui, de s'approprier la dignité d'autrui. Enfin bon, bah, oui, ça bien sûr que ça peut pas être considéré comme quelque chose de positif par une pratique, enfin, dans le cadre d'une pratique spirituelle apaisée. C'est sûr, oui, oui. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'elle en dit deux mots parce que c'est pas son domaine. Moi, j'avais fait une conférence avec elle il y a une quinzaine d'années en Turquie, à l'époque où je pouvais encore aller en Turquie. Et il y avait, voilà, c'est pas son domaine. Elle dit, moi, la religion, elle est d'origine chrétienne palestinienne, mais voilà, c'est pas un truc qui l'a, par rapport auquel elle se définit, quoi. Elle cite des auteurs, Mais Scott Kugel et attends, d'autres. attends. Bon. Comment ça que t'as pas le droit d'aller en Turquie? Alors, la suite dans un prochain épisode. Ça, faut arrêter l'enregistrement, ça, c'est C'est ça. ça. Non, c'est pas que j'ai pas le droit d'y aller, mais c'est vrai que c'est des sujets dont on pouvait parler il y a 15 ans en Turquie, par exemple. Aujourd'hui, très compliqué, voire impossible d'en parler publiquement, en Ouais. tout cas. Ah là là. Ouais, je vois. Parfois ça avance, parfois ça régresse, mais c'est pas grave, faut garder l'espoir. Ouais, je suis bien d'accord. Bon, est-ce qu'on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah? Enfin, à demain, pour ceux et celles qui font discussion sur le féminisme islamique. Exactement. Moi, j'essaierai d'être là demain, mais je promets rien, comme à chaque fois. J'essaierai d'être là aussi, Inch'Allah. Demain, qu'est-ce qu'on discute Inch'Allah. alors, Sarah? On finit le chapitre 4. D'accord, trop bien. Eh ben, On, Inch'Allah. on a été sur la première partie du chapitre 4, il nous en reste un morceau et je pense une ou deux séances encore et on a presque fini ce livre-là. Bon. Trop bien. Il est temps. Ça marche. Donc ça fait un moment qu'on est Ouais. dessus. Ouais. Et vous êtes en train de penser au prochain? Non, c'est vrai, il faudrait que je lance un sondage. Moi, j'ai un bouquin de Fatima Mernissi, le harem politique, et puis j'ai le bouquin de Asma Lamrabet aussi. Ah, trop bien. Ouais, c'est pareil, j'entends que des gens qui en disent énormément de bien. Ouais, les deux, c'est Donc ouais, je excellent. pense qu'on va faire un sondage. Je vais faire un sondage sur le groupe là pour voir. Mais Ouais. j'ai ces deux-là à la maison, donc tant qu'à faire. Trop Ouais, bien. très bien. Ça marche. Les classiques. Une Ouais. petite prière pour finir? Qui veut faire? Oui. Oui. Qui veut faire la prière? Vas-y, vas-y. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits. Tu es plus grand et plus merveilleux que tout ce que nous pouvons imaginer ou nommer.
Merci pour vos énergies positives et la paix et la bénédiction sur les prophètes et les prophétesses. À demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Salam. À demain, Inch'Allah. Après, Bonsoir tout le monde. Salam. Salam. bonsoir, bonsoir.